Allô, Joanie? Allô, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, très bien, merci. Tu nous appelles d'où, Joanie? Tout près de Drummondville. Parfait. Joanie, toi, tu es naturopathe herboriste. Oui, bien en fait, je précise naturothérapeute herboriste. On commence déjà avec une précision. Tu as bien raison, excuse-moi, naturothérapeute et herboriste. Je vais te laisser te présenter. Je vais laisser aussi expliquer tout ton chemin de vie et comment tu en es arrivé là. Donc, je te laisse la parole. J'ai hâte de t'écouter. Parfait. Donc, je commence. Tout d'abord, pourquoi je dis que je suis naturothérapeute et non naturopathe? Je tiens déjà à amener une précision à ce niveau-là parce que je trouve que dans les médecines douces, les médecines naturelles, dans le monde de la naturopathie, le terme naturopathe est souvent galvaudé. On n'attribue pas la bonne chose puis, beaucoup de gens se proclament naturopathes, mais en fait, ils ne devraient pas. Donc, je vous explique brièvement la différence des dites. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui a énormément d'années de formation. N'importe qui peut être accrédité en médecine naturelle. Une masto pourrait être accréditée pour faire des reçus en naturopathie, mais ce n'est pas pour autant une naturopathe. Donc, malgré mes nombreuses formations, années d'études, je ne me proclame pas encore naturopathe. Donc, pour moi, cette différence-là est ultra, ultra importante. J'ai énormément de connaissances. Je peux faire des consultations, mais reste que je ne suis pas une naturopathe encore à mes yeux. Donc, voilà, précision faite pour un petit peu démêler les gens à ce niveau-là. Donc, moi, c'est ça. Je suis Joanie Nadeau, je viens près de Drummondville, au centre du Québec. J'étais massothérapeute jusqu'à il y a un an et demi. Donc, pendant 17 ans, j'ai œuvré comme masso-kiné. Donc, j'apportais des soins de kinésithérapie, masso à mes clients, mais j'utilisais aussi le volet naturopathie pour aider l'humain là, dans toute sa globalité. C'est un peu son travail aussi dans cette médecine douce-là. Donc, j'adorais jumeler ces deux volets-là pour aider le plus possible mon client à aller mieux physiquement. Donc, voilà ce que j'ai fait durant les dernières années. Comme je disais tantôt, j'ai beaucoup de formation en naturopathie. Quand j'ai fait mon cours en massothérapie, on avait un grand volet qui touchait la naturopathie. J'ai continué par moi-même de me former. Il y a 17 ans, j'avais entamé une formation en naturopathie. Donc, j'ai fait beaucoup d'heures à ce niveau-là, sans pour autant avoir mon diplôme de naturopathe à ce moment-là, parce que j'ai cessé avant la fin. Dans les 3 dernières années, je me suis mis à m'intéresser encore plus à cette médecine-là, en fait, et tout particulièrement l'herboristerie. En fait, je suis allée étudier en herboristerie pour d'abord et avant tout me soigner moi-même parce que j'avais des difficultés de santé assez sévères. Puis la médecine conventionnelle ne pouvait malheureusement rien pour moi. Donc, je me suis dit qui est en fait, c'est un peu ton réflexe en naturopathie, c'est chaque personne est maître de sa propre santé. Donc, je me suis dit, je vais m'en prendre moi-même en main et tenter de trouver des trucs et astuces pour m'aider. Donc, voilà, je me suis tellement intéressée à ça que j'ai décidé d'aller faire mon cours en herboristerie pour en apprendre davantage sur cette médecine-là. Donc, c'est ça, c'est devenu une réelle passion. J'étudie même encore à l'Herbothèque, qui est une école vraiment fantastique, super bien reconnue au Québec. Donc, voilà. Est-ce que, Charlène, tu voulais que j'embarque déjà dans mon parcours de vie? Mais avant ça, je voudrais savoir si la complémentarité entre la naturopathie et l'herboristerie a été comme un complément pour toi, en plus de la massothérapie. Tu arrives à comme jumeler les trois? Certainement. Parce que, veux pas, tu sais, ma formation en masso-kiné m'a aidé à comprendre vraiment ce qui se passait au niveau des douleurs physiques. Fait que c'est sûr que ça amène une compréhension
supplémentaires quand quelqu'un te parle de, par exemple, j'ai une tendinite, mais c'est sûr que moi, j'ai les connaissances pour dire au niveau physique, qu'est-ce que la personne peut faire, mais aussi à l'intérieur. Donc, souvent, très, très simple, tout ce qui finit en it, c'est une maladie inflammatoire. Donc, je conseillais à mes clients ou je conseillerais encore à quelqu'un qui me le demanderait, ben, prends de l'eau citronnée qui va abaisser ton pH, donc diminuer ton flux d'inflammation. Mais il faut aussi aller voir une masso pour l'externe, faire des étirements, aller voir ce qui est problématique dans notre vie, quel mouvement répété on fait. Donc, c'est vraiment un tout. Fait que c'est certain que la massothérapie jumelée à la naturo, à l'herboristerie, c'est vraiment un tout là, très complémentaire. Oui, effectivement, c'est vraiment autant extérieur qu'intérieur au final, puisque tu as le physique de la tendinite, admettons, et vraiment l'intérieur. Donc, c'est comme si tu prenais la globalité de la personne directement. Oui, exactement. Bien, en fait, ce qu'une naturothérapeute ferait dans ce cas-là, c'est qu'elle dirait ce qui aide la personne au niveau de l'interne, puis elle dirait, ben, je vous invite également à consulter votre naturothérapeute pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, c'est un peu pour ça qu'il existe quand même beaucoup de centres multidisciplinaires entre médecine douce parce que chaque personne vient apporter un point, puis à un moment donné, c'est qu'on peut pas tout étudier et tout faire. Moi, j'adore étudier, j'aime toucher à tout, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter et savoir référer pour vraiment accompagner la personne dans toute sa globalité, dans le fond. Donc, toi, dans la naturothérapie, tu vois l'alimentation, Oui, tu vois le sommeil, je pense. oui, Euh, euh, En plus, tu es spécialisée dans la santé des femmes. oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce que touche la naturothérapie et avec ton bagage de l'herboriste, en tant qu'herboriste, qu'est-ce que ça rajoute? Oui, exactement. Ben, en fait, c'est ça, quand on étudie la naturothérapie, c'est qu'on touche à plein de sujets. Donc, on va toucher aux huiles essentielles, on va toucher à l'herboristerie pour nous donner plein d'outils. Mais il faut savoir que chacun de ces outils-là a des spécialistes, a des formations ultra complètes. Donc, on va parler de l'aromathérapeute au niveau des huiles essentielles, l'herboriste au niveau des plantes. Alors, comme ça rappelle un peu ce que je disais tantôt, on peut pas tout étudier en profondeur parce que chaque chose est un métier en soi, mais la naturothérapie va permettre de nous ouvrir nos horizons sur plusieurs méthodes et commencer à suggérer des choses aux gens. Sans être aromathérapeute, on a une connaissance suffisante pour dire à la personne, bon, bien, exemple, tu peux prendre l'huile essentielle de lavande, ça va aider pour te relaxer, pour ton sommeil. Mais moi, l'herboristerie, en fait, pourquoi je l'ai allé l'étudier en profondeur, c'est vraiment parce que j'ai vu de l'efficacité, une énorme efficacité sur moi et sur mes proches. Donc, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette médecine-là. Donc, c'est un peu le bagage supplémentaire que j'avais envie d'emmener dans la naturothérapie parce que je vois d'excellents résultats. Puis c'est ça, comme tu disais, je suis spécialisée en santé des femmes parce que c'est quelque chose qui me touchait de près. Donc, avec la naturo-herboristerie, bien, je peux, par exemple, suggérer à une femme qui a des fortes crampes menstruelles de prendre du magnésium. Souvent, on a une carence en magnésium, donc ce qui fait que nos muscles restent contractés. Donc ça serait du volet, voyez-vous, du volet de la naturopathie. Ensuite, je vais dire à la personne, bien, vous pourriez prendre un bain au sel avec des huiles essentielles pour venir calmer physiquement les crampes qu'on a. Puis à ça, on pourrait ajouter des teintures mères, des tisanes à l'interne pour rééquilibrer les hormones, diminuer son inflammation. Donc, c'est dans ce sens-là que ça fait vraiment un tout. Donc, ça, je vais toucher aux huiles essentielles, je vais toucher aux plantes en infusion, en décoction, en macération, puis aussi au niveau supplémentation, parce qu'il y a des choses que, oui, on va suggérer par l'alimentation, d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, de manger des sources qui sont plus fortes en magnésium, mais quand on a vraiment une carence puis une problématique très sévère, de manger un paquet de brocolis, par exemple, pour venir à terme d'une carence, mais des fois, il faut aider avec un supplément
pour avoir une concentration plus élevée, le temps que le corps fasse ses réserves, puis qu'on stabilise tout ça. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment, j'aime beaucoup tout ce qui est naturopathie, naturothérapie, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, c'est large, c'est un vaste sujet. Et c'est ça qui est incroyable parce que la personne qui peut être en face de toi, elle va te pousser à chercher vers d'autres horizons aussi. Ton champ de connaissances, il est toujours poussé en avant. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, dans chaque médecine douce, je trouve qu'on a cette ouverture-là à référer d'autres professionnels qu'on sait qui vont venir pallier une partie du problème. Parce que, tu sais, quand j'étais masso, je référais souvent à des entraîneurs privés pour aider la musculature. Ça m'est arrivé de référer en physiothérapie pelvienne parce que je voyais que les problèmes lombaires qui se répétaient étaient probablement dus à quelque chose à l'interne que moi, je pouvais pas travailler en massothérapie. Mais je trouve que l'ensemble des professionnels en médecine naturelle ont cette ouverture-là à suggérer pour complémenter puis aider la personne. Puis, ce que j'aimais aussi, puis c'est la philosophie que j'ai gardée en naturopathie, mais en massothérapie, on nous enseignait si après 5 fois que tu as vu la personne, il n'y a pas d'amélioration significative, ça veut dire que tu dois absolument référer, que tu n'es pas la bonne personne pour aider cette personne-là. Peut-être qu'elle ne réagit tout simplement pas à ta médecine ou qu'elle a autre chose que toi, tu n'aurais pas réussi à trouver. Puis, je garde cette mentalité-là dans ma pratique. C'est maintenant, oui, je fais pas de consultation 1 à 1, mais quand je vends mes tisanes, quand je vends mes sels de bain, mes produits, c'est ça que je garde en tête. C'est ce que je dis à la personne. On essaie pendant un certain temps. Si jamais il n'y a pas d'amélioration, je vais vous suggérer autre chose. Même si c'est pas moi qui va vous le vendre, je vais vous suggérer d'aller vers quelque chose d'autre. Donc, j'aime beaucoup cette philosophie-là, puis je garde ça en tête le plus possible. C'est d'une très grande humilité, je trouve, de dire ça. De dire, OK, je dois pas être la bonne personne pour t'accompagner. C'est très humain et c'est très humble. Oui. Bien, je trouve ça important quand on est au service, quand on veut être dans la relation d'aide, dans l'aide à autrui, dans les soins de santé, je pense que c'est un peu ce qui se perd parfois, puis ce qui est dommage, mais c'est de garder cette humilité-là, parce que c'est ça qui va rendre le plus service aux gens. Euh, Ça ne donne rien de les enfermer dans ta boîte si ça ne les aide pas. Puis, tu sais, on s'entend là-dessus que quand on travaille dans ces domaines-là, c'est parce qu'on veut aider les autres. Donc, mais c'est super important de garder cette humilité-là. C'est ça qui va servir le plus, en fait. Bien sûr. Et c'est ce qui rend toute la beauté de ces métiers, de ces activités-là. Joanie, je sais que je sais que la naturopathie et l'herboristerie, tu l'as déjà testé sur toi. Est-ce qu'on peut parler de ta dysménorrhée primaire, s'il te plaît? Je l'ai bien dit? Oui, tu l'as très bien dit. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Oui, la dysménorrhée primaire, en fait, c'est une douleur, une inflammation qui est exacerbée dans le corps au moment des règles. Donc, c'est vraiment une connexion. Ça se passe vraiment au niveau des nerfs. Ils n'ont pas encore établi la cause exacte, le pourquoi, du comment. Ça reste quand même une maladie qui est méconnue. Mais ce qu'on sait, c'est que le corps exagère vraiment les symptômes menstruels au point de reproduire une simulation d'accouchement. Donc, notre ventre est extrêmement enflé, les douleurs sont extrêmes, souvent sur une échelle de 1 à 10 et à 12, la morphine ne va pas aider. Ça procure des vomissements, de la diarrhée. Il ne faut pas oublier que si tout notre système utérin est inflammé, ça va pousser sur nos intestins. Donc, c'est un peu tout ça qui va faire qu'on va avoir beaucoup de symptômes, d'effets secondaires de ça, en fait. Donc, c'est ce qui est la dysménorrhée primaire. Il n'y a pas d'examen physique qui permet de nous confirmer que la personne a une dysménorrhée primaire. Souvent, ça vient avec
essai-erreur, essai-erreur. On tente de trouver un diagnostic. Ça fonctionne pas. Là, on va continuer d'investiguer. On va tout écarter les maladies qu'il y a autour du système féminin. Puis quand il ne reste plus rien, bon, on va dire probablement que tu souffres de dysménorrhée primaire. Et la seule façon qu'on en vient vraiment à dire que la personne souffrait de ça, c'est lorsqu'elle fait respirer l'utérus et qu'elle n'a plus aucune douleur dans les mois qui suivent. Donc, on enlève l'utérus, qui était la problématique. Il n'y a plus de douleur, donc on peut conclure que la personne souffrait de dysménorrhée primaire. Mais sinon, on peut pas savoir. Parce qu'encore là, des fois, les gens vont prendre des antidouleurs en continu. Ça peut aider pendant un certain temps. Ça peut, si on n'a plus de règles, on n'aura plus de douleur. Mais est-ce que c'est ça la cause? Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus d'ovulation? Est-ce que c'est parce que l'endométriose cachée, ça donne un petit arrêt à la maladie? Tu sais, dans ces cas-là, on peut pas être certain que c'est vraiment ça. Notre problème, en fait. C'est incroyable qu'une fois qu'on t'a retiré l'utérus, on te dit, ah, ça doit être ça. C'est incroyable qu'il n'y ait pas de résultat avant. Euh, donc moi, je connaissais l'endométriose de nom. C'est quoi la différence entre la dysménorrhée primaire et l'endométriose? Oui, la dysménorrhée primaire, c'est qu'on verra pas de séquelles externes, si on veut. Comme moi, j'avais un utérus tout beau, supposément fonctionnel, et il n'y avait pas de lésions, pas de kyste, pas de fibrome. Tout était beau. Donc, si on fait une laparoscopie, on ouvre, on regarde, ah, on dirait que rien, tout est beau, je comprends pas ta douleur. Ça, c'est la dysménorrhée primaire. L'endométriose, il y a 4 stades. On part du stade 1 au stade 4. Le stade n'est pas garant de la douleur que la personne peut avoir. C'est-à-dire que quelqu'un peut être au stade 1 et souffrir énormément. Quelqu'un peut être au stade 4 et ne même pas savoir qu'elle a la maladie. Donc, ça, c'est les stades. Mais les stades, quand on dit que la personne est 1 ou 4, c'est les lésions qui sont formées à l'intérieur du corps. Donc, les kystes, les adhérences, l'inflammation interne, c'est vraiment tout ça. Donc, quelqu'un qui va être au stade 4, par exemple, bien, elle peut avoir les intestins qui sont vraiment tous dans un pain. Peut-être qu'elle va être obligée de se faire enlever un bout d'intestin. Peut-être qu'elle en a jusque sur les poumons. Ça peut même monter au cerveau. Peut-être que sa vessie est attaquée. C'est que le stade 4, c'est très, très, très sévère. Et la personne, même si elle n'a pas de douleur, elle peut s'en ressentir éventuellement. Si, exemple, à un moment donné, elle pourrait avoir un énorme mal de ventre, une occlusion intestinale. Il voit ça, finalement, à cause de l'adhérence, il y a une occlusion, il faut qu'elle enlève un bout d'intestin. Donc, peut-être qu'elle n'avait jamais eu de problème avant, mais reste que ça peut emmener à des conséquences sévères. Puis même si elle n'a pas de douleur, il faut surveiller ça. Il faut contrôler la maladie pour pas que ça génère puis que ça propage ailleurs. Puis le stade 1, ben, ça va ressembler à des fois un ou deux kystes, mais reste que ça peut être hyper douloureux quand même chez la personne, tu sais, si ça pousse à la mauvaise place. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le stade n'est pas garant de la douleur. Mais au niveau physique, ça va se voir, par exemple. Ok, d'accord. Ben, tu vois, je connaissais pas du tout la différence. Toi, tu en as souffert longtemps. Au final, on t'a retiré l'utérus. Comment tu l'as vécu tout ça? Comment t'as vécu est-ce que ça a été une délivrance ou au contraire, ça a été une déchirure de t'enlever ton utérus? Bien, pour moi, ça a été une énorme délivrance. En fait, j'en ai souffert pendant 12 ans d'affilée. Là, j'ai 37 ans, donc on recule 12 ans. Mais avant, j'avais eu un épisode de 3 ans quand j'étais petite, à l'âge de 9 ans, à l'âge de mes premières règles. Donc, de 9 ans à 12 ans, jusqu'à temps qu'on me donne la pilule contraceptive parce que ma mère, à chaque mois, m'amenait à l'urgence parce que ça avait pas de sens, je perdais connaissance, je vous le disais, ça n'a pas d'allure. Mais ça a pris 3 ans avant qu'ils décident de faire quelque chose. Ils m'ont donné la pilule. Donc, j'ai eu pendant quelques années, là, jusqu'à ma vie adulte, là, dans mi-vingtaine, j'ai eu un repos de ça, si on veut, qui était contrôlé avec la pilule en continu. Quand j'ai décidé de retirer cette pilule-là pour tomber enceinte parce que je voulais avoir un enfant, c'est là que le cauchemar est revenu. Donc, les douleurs à chaque mois augmentaient, augmentaient, augmentaient.
Donc, au niveau de la fertilité, c'était pas bon, j'étais pas capable de concevoir. Donc, je suis allée en fécondation in vitro. J'ai fait quelques années en clinique de fertilité. Ça ne fonctionnait pas et les douleurs étaient devenues incontrôlables et c'est que ça avait affaibli le reste de mon corps. Il faut savoir que des doses d'hormones comme ça, des ponctions et tout ça, ça a beaucoup d'effets secondaires. Donc, j'ai mis un terme à tout ça parce que ça n'allait plus du tout. Donc, il s'est passé quand même là, un 5 ans là-dedans à à être dans ce processus-là. Par la suite, là, moi, mon focus était juste, je veux retrouver une qualité de vie, je veux arrêter de souffrir. Donc, on a cherché beaucoup de solutions, mais malheureusement, les médecins ne voulaient pas m'opérer, ils ne voulaient pas m'enlever l'utérus parce qu'ils disaient, c'était pas ça ton problème, t'es trop jeune, tu vas peut-être regretter, mais vu qu'on peut pas t'assurer que c'est ça, ben on veut pas te l'enlever. Donc, c'était la saga de on essaie plein de pilules, par-dessus pilules, par-dessus pilules, qui m'ont rendu malade, vraiment malade. J'ai fait un début d'ACV, je faisais beaucoup de complications. Donc, tu sais, quand ça m'amène à vous dire pourquoi je me suis sentie délivrée, c'est parce que là, mon désir était plus grand de guérir puis d'avoir une vie parce que je suis quelqu'un qui adore la vie, mais là, je ne pouvais pas en profiter. Donc, ça prenait le dessus sur mon désir d'avoir un enfant parce que de toute façon, quand on est dans cette condition-là, on est quand même 7 à 10 jours arrêté à tous les mois qu'on ne peut pas s'occuper de quelqu'un d'autre. Des fois, on a besoin d'aide pour s'occuper de nous. Donc, je me voyais pas de toute façon avoir un enfant dans ces conditions-là. Alors, pour moi, ça a été vraiment une délivrance totale. Je remercie à tous les jours la vie de m'avoir enlevé mon utérus. Vraiment. J'aurais peut-être pas dit ça il y a quelques années, même si je souffrais beaucoup. Peut-être que j'aurais pas été assez loin dans le processus pour vraiment mettre tout ça derrière et dire là, j'ai tellement assez souffert que peu importe, moi, la seule chose que je veux, c'est retrouver ma santé. Mais voilà, fait que pour moi, ça a été vraiment une grande délivrance parce que maintenant, je peux faire plein de choses que je ne peux pas faire. Je peux voyager, je peux mettre de l'avant mes projets, mes passions. Fait que voilà. Tu as vraiment vu la différence avant et après. Majeur. Majeur, Mm. je ne ressens plus rien du tout. Je suis parfaitement comme si j'avais jamais rien eu de ma vie. En fait, comme j'avais jamais souffert de ça. L'opération s'est super bien déroulée. J'ai des belles cicatrices après et il faut dire, ils m'ont quand même retiré, ils m'ont laissé mes ovaires parce que c'était pas problématique pour moi, donc on voulait pas que je tombe en ménopause, mais on m'a retiré l'utérus, le col et les trompes. Et après mon opération, on m'a en fait obligée à prendre 3 jours de Tylenol parce que je disais que je me sentais bien. Oui, ça tiraillait, oui, il y avait un certain inconfort, mais pour moi, je voyais même pas l'utilité de prendre quoi que ce soit. Je l'ai arrêté au bout de 3 jours et je n'ai rien pris d'autre, pas d'anti-inflammatoire, pas d'antidouleur et je me sentais beaucoup mieux que quand j'avais mon utérus. Puis pourtant, on venait quand même de me charcuter, si on peut dire ça comme ça. Mais pour moi, c'était rien. C'était rien. C'est comme si on m'avait pincé. C'est tout. Fait que voilà, j'ai fait le jour et la nuit. Je sentais directement après l'opération, pour ne pas avoir eu de douleur, que ça avait réglé mon problème. J'étais persuadée, en fait, mais il y avait une petite partie de moi qui avait hâte de voir les semaines et les mois passés pour être certaine que c'était derrière moi. Parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas de garantie. La gynécologue ne peut pas être certaine. C'est sûr qu'il y a quand même des choses qui font pencher dans la balance que ça risque de régler notre problème. C'est comme moi, vu qu'on avait tout essayé autre, qu'il n'y avait pas d'autres signes, elle a fait quand même une biopsie. Elle s'est rendue compte que, vu que je réagissais à peine, ça devait être que je souffrais énormément, puis que ça devait être vraiment mon utérus le problème.
mais tu ne pouvais absolument rien me garantir. Donc, c'est vraiment dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur que je l'ai senti tout de suite après l'opération, que pour moi, c'est en arrière. Fait que, voilà. Génial. Je fais une parenthèse pour les Français. Je fais une parenthèse parce que tu as parlé de Tylenol, donc que tu as pris 3 jours de Tylenol. Pour les Français, ce sont des Doliprane. C'est équivalent au Doliprane. Donc, même ça, tu as arrêté au bout de 3 jours parce que tu n'avais pas si mal comparé à avant, pour te dire. Et, Exactement. et en quoi la naturopathie ou la naturothérapie et l'herboristerie t'a aidé au final dans tout ton processus? Parce que je pense que tu l'as d'abord testé sur toi. Oui, exactement. En fait, je dirais plus que ça m'a aidé, je dirais même jusqu'à dire que ça m'a littéralement sauvé. Parce que c'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Parce que veux pas, tu sais, oui, je dis que je souffrais que la morphine donnait rien, mais ça m'a quand même aidé par moments à me soulager, puis à continuer d'essayer des choses. Puis, tu sais, même si c'était parfois temporaire que ça m'aidait, ça m'a quand même aidé. Ça l'a surtout aidé, je dirais, que ce qui était externe comme effet secondaire, dans le sens que quand tu manges pas, quand tu dors pas, t'as plus d'énergie. Donc, c'est sûr que la naturopathie m'a aidé à garder un minimum d'énergie pour fonctionner quand j'étais pas dans mes règles. Sinon, probablement, j'aurais probablement été invalide 100% du temps. Donc, ça m'a aidé de cette façon-là. Souvent, ça pouvait quand même apporter un certain soulagement de mes crampes menstruelles quand, par exemple, je prenais mes sels de bain avec mes huiles essentielles. Ça m'apportait un certain répit. Mes tisanes aidaient à apaiser mon estomac. Donc, oui, j'avais quand même des vomissements dus à la douleur, mais au moins, j'avais pas les brûlements d'estomac dus aux vomissements trop répétés. Donc, ça soulageait ce niveau-là. Au niveau du mental aussi, la naturopathie nous ouvre sur plein de choses, dont la méditation, le yoga. Donc, ça a aidé à me garder une certaine paix d'esprit, un moral, un bien-être mental qui est très difficile quand tu souffres d'une maladie comme ça invalidante. Ça m'a aidé vraiment à plein de niveaux. Je dirais, là, autant la naturopathie que l'herboristerie, tellement que le premier produit que j'ai développé pour l'entreprise, c'est un produit que j'avais développé pour moi. C'était une tisane et un sel de bain. Donc, ça a été vraiment mes premières créations pour m'aider moi. Puis là, je le transmets pour aider les autres. Mais ouais, non, ça m'a sauvé la vie. L'alimentation anti-inflammatoire aussi. Je devais être très stricte, mais ça faisait en sorte que j'avais plus de syndrome du côlon irritable parce qu'il faut savoir quand on souffre d'une maladie qui est inflammatoire du jour par mois, ça va pousser sur nos intestins, ça va les irriter, souvent la surmédicamentation. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire venait contrôler tout ça. Donc, j'avais plus de syndrome du côlon irritable du tout en étant quand même strict, mais ça fonctionnait super bien. Entre mes cycles, c'est ça, j'allais mieux. Ça m'aidait à tenir le coup, puis à retrouver là, pendant 2, 3 semaines un peu une énergie, puis un corps normal. Ce qui n'était pas le cas avant que je me mette là-dedans. Là. Je restais enflée, je restais, c'est ça, comme je disais tantôt, fatiguée, mal partout, mal dans le bas du dos. Fait que voilà. Waouh. Eh ben. Est-ce que aujourd'hui on parle beaucoup d'endométriose, pardon. Euh, on en parle de plus en plus parce qu'on vient de mettre un mot sur un mal qui existe depuis beaucoup d'années. Oui. Là, ça y est, on met un mot enfin sur un mal-être qui était tellement mis de côté en disant je ne vais pas vous arrêter du travail parce que vous avez vos règles. Donc, je pense que là, il y a une libération de la parole là-dessus. Est-ce que toi, ça te fait du bien? Est-ce que toi, tu vois la différence? Énormément, énormément, parce que même, c'est sûr que quand j'étais petite, c'était pas connu du tout, mais dans les 12 dernières années, j'ai vu l'énorme différence. Je dirais qu'il y a 6 ans, admettons, on coupe la poire en deux, il y a 6 ans, j'avais jamais entendu parler de ça. Personne m'en avait jamais parlé du côté de la médecine.
je me sentais toute seule. On dirait que j'étais la seule au monde à souffrir de ça. Il y avait personne dans mon entourage, personne qui parlait de ça. Donc, je me sentais énormément seule. Mais si on remonte à il y a 6 ans, j'ai vu des groupes de soutien d'endométriose. On a commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Les gens se sont ouverts. À toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui vient me parler qui ne sait pas si elle souffre de ça, mais qu'elle a vraiment un mal-être au niveau féminin. Je voyais pas ça, puis les réseaux sociaux existaient là, il y a 12 ans, mais on n'en entendait pas parler. Maintenant, il y a des campagnes, il y a le mois de l'endométriose, qui est le mois de mai, avec le ruban jaune. Tu sais, ça va vraiment aider les femmes, de un, pour le soutien, le fait qu'ils se sentent comprises, qu'ils voient qu'ils sont pas tout seuls, parce que euh, des fois, les femmes ont vraiment l'impression d'être folles, carrément, parce que tout le monde leur dit que c'est dans leur tête. Mais là, quand tu vois qu'il y a d'autres femmes qui sont comme toi, tu te dis, bon, ben, je suis pas toute seule, je suis pas folle, ça existe pour vrai. Donc, puis ça ouvre aussi sur les autres maladies féminines. Parce que tu vas investiguer, tu peux parler avec les autres femmes. Tu sais, comme moi, on a pensé jusqu'à il y a 1 an et demi que c'était de l'endométriose. Même une spécialiste en endométriose m'a vu. Elle m'a fait une première opération pour me dire finalement, Joanie, je suis vraiment étonnée, mais tu ne souffres pas de ça. Parce que les symptômes se ressemblent quand même beaucoup. Mais c'est que ça ouvre la discussion, ça ouvre les possibilités. C'est sûr qu'on n'en parle vraiment pas encore assez. Je vais être honnête là-dessus. Les gens sont encore, je le vois parce que les gens viennent me parler. Euh, Surtout du côté de la médecine, c'est pas encore connu de ce côté-là. Il faut dire qu'elle, tu sais aussi, il faut dire que quand ils font leur gynécologie, ils n'ont pas de formation spécifique sur l'endométriose. Moi, la spécialiste que j'avais vue est allée la chercher aux États-Unis, sa formation. Et c'est pas donné d'emblée, donc c'est ce qui est malheureux. Puis, c'est pas de leur faute, ils sont juste pas formés à ce niveau-là. Fait que ça fait qu'il y a encore des gens qui sont un peu laissés de côté à cause de la méconnaissance. On sait juste pas, mais je vois l'espoir. Je vois l'espoir parce que ça a beaucoup changé là, dans les derniers temps. Oui, tu as répondu à ma question en demandant justement, est-ce que tu t'es sentie seule? Parce que des fois, quand tu as des personnes autour de toi qui souffrent absolument pas pendant cette période-là et qui te regardent, bah, voyons, c'est juste des règles. Donc, tu as dû vraiment te sentir seule et comme coupée du monde. Vraiment. On est vraiment isolés. C'est les gens qui sont vraiment proches de toi, qui peuvent t'avoir vu ou qui connaissent assez pour savoir que si tu es absente à un souper important, c'est parce que tu vas vraiment pas. Ben, il y a une certaine compréhension, mais tant que tu l'as pas ressenti, même aujourd'hui, je ne peux même pas me rappeler l'effet que ça me faisait tellement que c'était intense. Donc, j'imagine pour quelqu'un qui l'a jamais vécu, c'est comprenable qu'ils ne peuvent pas comprendre à 100%. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Donc, c'est certain que tu te sens seul, isolé, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois mettre de côté. Tu sais, des projets, comme je disais, des soupers que tu avais prévus. Comme moi, dans mon cas, j'étais régulière, donc ça arrivait comme une boîte à surprise. Donc, c'est aujourd'hui, bon, ben, je m'en allais en voyage, on va annuler ça. Fait que c'est sûr que ça beaucoup seul. Puis, c'est ce qui fait que beaucoup de femmes qui vont parfois tomber en dépression, qui vont avoir des idées suicidaires. On se cachera pas. Il y a eu des femmes qui ont décidé que leur dernière option, c'était de mettre fin à leur vie. Tu sais, c'est grave, tu sais, à tel point que tu es seule, que tu t'en compris, que tu es pris dans tes douleurs pour en arriver là, c'est parce que quelque part, tu étais vraiment pris toute seule avec ton problème, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser un peu là-dedans, puis que mon entreprise soit pour les femmes, même si c'est pas spécifiquement au niveau des douleurs féminines. Je trouve que les femmes ont tellement souffert sous plein d'aspects que j'avais le goût vraiment, eux, de les prendre en charge et de faire des choses qui sont vraiment spécialement conçues, tu sais, pour eux. Fait que, ouais, voilà. Pour toi, la santé mentale n'est pas assez prise en charge pour les personnes qui souffrent de ces maladies-là. Ouais. Non,
Vraiment pas. J'ai vu beaucoup ben, je les appelle encore, mais on s'appelle les endocyteurs dans le monde de l'endométriose. Puis je me considère un peu encore dans ce monde-là, tu sais, vu que j'en ai fait partie vraiment longtemps, puis j'en ai vu beaucoup qui se rendaient à l'hôpital, à l'urgence, à bout de souffle parce qu'ils étaient probablement sur le point de de faire un acte irréparable ou parce qu'ils étaient tout simplement vraiment plus capables. C'était un SOS, un à l'aide. Et c'est arrivé souvent qu'un professionnel de la santé a dit à la personne que c'était probablement une droguée, qu'elle venait chercher sa drogue. Ça s'est vu souvent, vraiment, vraiment souvent, beaucoup trop à mon goût. Fait que c'est pour dire à quel point des fois les gens qui souffrent de cette maladie-là sont totalement incompris. Ouais, Bon, vraiment. ça, c'est affreux. Ouais, vraiment. Fait que c'est un peu ce qui se passe, tu sais, malheureusement. Puis, mais heureusement, c'est quand pour les femmes qui ont les réseaux sociaux, qui connaissent ce groupe-là, mais il y avait un soutien quand ils revenaient, puis on tentait de les aider, mais ça affecte quand même. Quand un professionnel de la santé ne te prend pas au sérieux, même si tu sais qu'il y a d'autres gens qui te comprennent, quand tu vas là en dernier recours parce que ça va vraiment plus, puis qu'on te répond ça, ben c'est en dedans de toi, c'est la fin du monde, c'est Mm. déchirant, ouais, vraiment. Et justement, en parlant de professionnels de santé, est-ce que tu as eu de la... bah, je pense que tu nous l'as dit, tu as eu de la difficulté à avoir cette opération pour enlever ton utérus? Est-ce que tu as vécu des préjugés comme... Ouais, est-ce qu'il y a eu des jugements par rapport à ça? J'ai pas eu de jugement. La seule chose, c'est que je trouve qu'on mettait beaucoup trop le focus sur préserver mon utérus pour réussir à avoir un enfant. Je comprends que c'est un choix, on peut pas retourner en arrière. C'est un choix définitif, il n'y a aucun retour en arrière. Je le comprends, mais je trouve qu'à un moment donné aussi, c'est le rôle, c'est la responsabilité du professionnel que tu as en avant de toi de te faire poser les bonnes questions pour voir où tu en es rendu. J'ai eu deux versions. J'ai eu la version, bon, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu continuer d'espérer d'avoir un enfant puis d'avoir mal ou tu veux qu'on règle ton problème? Donc, j'ai eu la version très rough et très, tu sais, en voulant dire, ben là, c'est de ta faute si tu continues d'avoir mal. Donc, tu sais, il y a deux extrémités. Puis on a eu la version, moi non, je peux pas faire ça, t'es trop jeune, c'est un acte définitif. Imagines-tu si tu tomberais enceinte par hasard dans 3 mois, tu vas être contente que je t'ai laissé ton utérus. Donc, on a les deux extrêmes, tu sais. Mais quand tu as une femme de 32, 34, 35 ans qui souffre depuis des années, qui te dit qu'elle a plus de morale, qu'elle a plus de qualité de vie, je me dis à un moment donné, il faut, il faut écouter la personne, puis c'est elle qui sait, dans tous les cas, c'est quoi qui est le meilleur pour elle. Parce que ça fait que tu te remets tout le temps un petit peu un doute dans ton esprit, puis tu repars chez vous, puis là, le mois d'après, tu regrettes de pas avoir poussé plus parce que t'as mal, puis tu te dis, ah, pourquoi je l'ai pas poussé encore plus, j'aurais dû tenir mon bout. Fait que, tu sais, c'est tout le temps très challengeant puis tiraillant d'un côté ou de l'autre. Fait que j'ai pas eu de préjugés, mais Dieu sait qu'ils veulent pas l'enlever, ton utérus. C'est comme sacré. Puis je trouve que c'est un peu plate qu'on mette autant de pression là-dessus parce que pendant ce temps-là, la personne passe à côté de sa vie. Tu sais, maintenant j'en profite, mais j'ai passé tu sais, pas gaspillé, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais j'ai perdu, si on veut, de quand même beaucoup d'années que j'aurais pu profiter, tu sais, le temps passe vite, la vie est courte. Fait que moi je pense que tout ça aussi à prendre en compte et non juste le fait d'avoir un enfant ou non, que ça peut te respirer. Il faut penser aussi à tout ce que ça peut te donner et non seulement à ce que ça t'enlève.
un peu ça, Mm. la vision par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu parles de perdre des années, je comprends, mais quelque part, tu as une super belle mission. J'espère que tout ce que tu as vécu va toucher aussi les personnes qui ont besoin d'entendre ça, qui en souffrent et qui n'osent pas, parce que Dieu sait qu'il y en a. Oui, Il y a des femmes qui souffrent. Et aujourd'hui, on nous dit, OK, mais tu souffres, mais tu n'as pas à souffrir comme ça. Et c'est là où il y a la libération de la parole et j'espère de tout mon cœur que toi, ta voix, ta mission touchera ces personnes-là pour se dire, OK, je souffre, mais je n'ai pas absolument à souffrir comme ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. oui, oui, vraiment. J'espère vraiment que ça va toucher les gens, puis leur rappeler, comme tu dis, qu'ils n'ont pas à souffrir comme ça. Et aussi, je dirais, d'être très proactif dans sa santé générale, pas juste féminine, mais de ne pas se fier jamais non plus à une seule personne. Il y a plein de personnes qui sont en mesure de nous aider. L'important, c'est d'aller chercher plein d'avis, puis ensuite d'écouter son instinct, d'écouter son corps. Quelque chose peut être bon pour une personne et peut ne pas être bon pour une autre. Donc, même si on vous dit ça, c'est magique, ça va être parfait pour toi, ça ne veut pas dire que c'est parfait pour toi. Si ça te fait pas du bien, ce n'est pas pour toi. Donc, peu importe. Puis, je parle aussi dans les médecines naturelles, là, c'est pas juste pour les médecines traditionnelles, c'est vraiment pour tout ce qui entoure notre santé. On est les personnes qui sont capables le mieux de répondre à leurs besoins. Donc, en se fiant à plusieurs avis, en faisant des recherches, en cognant à plusieurs portes. Donc, je dirais vraiment d'être proactif, ouais, là-dedans, puis de pas souffrir. Puis la douleur, la souffrance, ça ne se mesure pas, on peut pas se comparer. Si toi, tu juges que tu as mal, que tu as de la difficulté à fonctionner, c'est toi qui sais, compare-toi pas à ton voisin qui, lui, a l'air de quand même faire ses journées. Tu sais pas quand l'écran est fermé, qu'est-ce qui se passe, tu sais pas rien. Fait que toi, fais un retour vers toi, puis si ça va pas, c'est pas normal. Tu as le droit à des soins, tu as le droit d'aller mieux. Ouais, voilà. Ouais, moi, je te demanderais 2 conseils à donner, si possible. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui souffre comme toi, qui souffre à un point, à ne plus avoir de vie? La première chose que tu lui dirais, ça serait quel conseil? Je dirais de jamais perdre espoir, parce que quand on dit que l'espoir fait vivre, c'est vrai. Qu'il y a toujours une solution à tout, même si ça paraît pas sur le moment, même si c'est pas dans l'immédiat. Mais il y a ouais, vraiment garder espoir, garder la foi que ça peut mieux aller. Je dirais que c'est vraiment la première chose que je lui dirais. Ouais. Et le deuxième conseil, parce que là, moi, je vais le prendre moi personnellement, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui ne souffre absolument pas, qu'elle peut faire pour aider celle qui souffre? D'être à l'écoute, Mm. vraiment, et d'aller de l'avant vers quelqu'un qu'on pense qui souffre parce que souvent on va pas en parler, on a peur de déranger les gens, on a peur d'être incompris, donc les gens ils ne savent juste pas autour de nous, mais si on se doute que quelqu'un va pas, je pense de prendre les devants pour lui demander si elle a besoin d'en parler, d'avoir une oreille, d'être une oreille attentive. Je pense que c'est ouais, vraiment parce qu'il y a trop de gens qui font comme si ça n'existait pas, qui sont trop mal à l'aise et qui en parlent tout simplement pas. Ils évitent les sujets, mais si vous pouvez, ça serait vraiment ça, d'aller vers les autres qu'on sent qui en ont besoin, puis d'être là pour les écouter, puis les accompagner. Des fois, ça peut être les amener chez un spécialiste. Des fois, on n'a pas l'énergie. Donc, c'est d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui nous conduit jusque-là, qui, tu sais, d'être présent, en fait. Mm. Ok. Et de pas minimiser la douleur non plus, je pense. Oui, exactement. Ouais, de ne pas minimiser la douleur, euh, puis de ne pas
donner comment je pourrais dire ça, des solutions un peu toutes faites, dans le sens que, je donne un exemple, la personne a mal, de lui dire, ah ben, as-tu pensé à, à prendre des anti-inflammatoires? Tu sais, des fois, c'est juste que ça te ramène à se dire, je sais pas, je suis incompétente, mais tu sais, ça amène une certaine frustration en voulant dire, tu sais, c'est évident que c'est des choses que j'ai toutes pensées. De plus, comme juste référer, si on entend quelque chose, de, ah, j'ai vu un article à ce sujet-là, lui envoyer le lien, juste tu sais, d'écouter. Je pense que d'être là. Si c'est une journée qu'elle va pas bien, ben venir lui rendre visite, lui faire couleur bain, tu sais, de sentir que quelqu'un près de nous en cas de détresse, ben ça aide. Juste ça. Ouais. Ok, ouais, je vais prendre des notes. Et ouais, qu'on soit toutes solidaires entre nous là-dessus. Parce qu'on n'est pas égal à ce niveau-là, c'est vrai, mais on les a toutes. Donc, être solidaires entre nous. Oui, exactement. Puis d'en parler, même si on n'est pas atteint, pour que plus de gens en parlent. Souvent, quand on n'est pas atteint de quelque chose, on est moins porté à en parler. Mais en parlant, ça va faire circuler le message, puis peut-être que les choses vont évoluer encore plus vite, en fait. Bien sûr. Et donc, parfait. Et as-tu une astuce ou un conseil à mettre en place tout de suite après la vidéo, mais plus basé sur tout ce qui est naturopathie, voire herboristerie, plus général? Oui. Général, je dirais d'essayer de manger anti-inflammatoire le plus possible. Parce que c'est très large, mais il y a énormément de problématiques de santé qui sont reliées à une alimentation qui est trop inflammatoire. Donc, si je donnerais un de mes meilleurs conseils, ça serait ça, d'intégrer le plus possible. Puis, il y a plein d'ouvrages sur l'alimentation anti-inflammatoire. Fait que voilà, je vous dirais d'aller lire là-dessus. Ça serait un des plus beaux cadeaux que je pourrais vous faire comme Oui, bien conseil. sûr, pour le corps, tout à fait. Avec toute la nourriture transformée, je pense que c'est ça la base de l'inflammation, je pense. Oui, exact. Ouais. Oui, vraiment transformé. Il y a les sucres, il y a le gluten, il y a Mm. beaucoup de choses qui sont inflammatoires, mais au moins d'avoir ça en tête. Puis si on peut intégrer le plus possible des choses qui sont pas trop inflammatoires, voilà, on se permet de se garder une santé à long terme, mais l'alimentation, ben, c'est la base de tout en fait. Fait que, Bien sûr, c'est notre énergie. oui, Super jeune. Mais j'espère vraiment que ta voix portera loin, que ta mission ira loin également, qu'elle touchera toutes les personnes dont elle a besoin de toucher, parce que c'est vraiment des sujets qui sont sensibles. Moi, je sais que quand on s'est eu la première fois, quand on s'est parlé, ça m'a énormément touchée. Je te l'ai dit, moi, je souffre pas. Et pourtant, il y a des femmes autour de moi qui souffrent énormément. Je les ai entendues. Et j'espère que ben, elles regarderont cette vidéo. J'espère que tu toucheras un maximum de femmes qui souffrent et qui n'ont pas à souffrir comme ça. oui. Puis tu sais, en terminant, si tu sais, s'il y a quelqu'un qui se pose des questions, qui va pas bien, mes boîtes de messagerie sont toujours ouvertes pour ça. Euh, Ça fait partie de moi. Jamais que je n'aiderai pas quelqu'un qui croit avoir un problème dans cette sphère-là. Mon oreille va toujours être à l'écoute, puis je peux toujours vous référer d'excellentes personnes pour vous aider. Mais parlez-en si vous voyez jamais gêné de venir me voir là, à ce sujet-là, ça va me faire plaisir. Oh, quelle générosité et puis quelle humilité. J'aime ça. Merci beaucoup, Joanie. Est-ce que tu as un site internet, des réseaux sociaux, sachant que moi, tous les liens seront dans la vidéo? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, sur mon site web, qui est le www.naturesereine.ca. Je suis aussi sur Instagram, donc Nature barre en dessous sereine, et sur Facebook, Nature Sereine, donc c'est le nom de mon entreprise. Donc, vous pouvez retrouver autant sur les réseaux sociaux que sur le site web. J'ai des articles de blog qui parlent de la santé. J'ai des produits aussi qui peuvent venir vous aider. Donc, c'est vraiment rempli de plein de petites pépites. Des fois, je fais des lives aussi sur des sujets pointus au niveau de la santé. Donc, vous pouvez me retrouver là, à tous ces endroits-là. Merci beaucoup, Joanie, pour ton temps et merci pour cette belle entrevue. J'ai adoré. Ça me fait vraiment plaisir et merci de m'avoir reçu. Et
surtout, merci de donner une voix aux gens qui pratiquent mon métier pour répandre tout ça le plus possible. Là. Un très, très gros merci de ton temps. Je t'en prie. Je te donnerai toujours la parole là-dessus, vu que ça puisse aider un maximum de personnes. Donc, quand tu veux. Super, merci beaucoup.